La Géorgie, un pays de 4,6 millions d'habitants au sud du Caucase. Une ancienne république soviétique qui a proclamé son indépendance en 1991 et s'est convertie à l'économie de marché. Un pays rural où plus de 50% de la population active travaille encore dans le secteur agricole. C'est le cas de David Ebanoidze. À 50 ans, cet agriculteur produit des oignons, des melons, des concombres et autres légumes dans la région de Marneli, à 1 heure de route de Tbilissi, la capitale. Maintenant, nous allons au marché de gros, où est vendue la majeure partie de notre production. On vient de Tbilissi, Gori. Les gens parcourent 50, 60, même 300 km pour venir vendre leurs marchandises sur le marché. Connu par tous les maraîchers du pays, le marché de Tamarissi est aussi un rendez-vous pour toutes les communautés. Tout le monde vient sur ce marché. Les Arméniens, les Azerbaïdjanais, les Géorgiens, les Russes. Ici, il n'y a pas de différence, pas de conflit. Ici, tout le monde vient pour vendre sa production ou pour acheter. En fait, tout le monde vient pour gagner de l'argent en faisant du commerce. Et si David se félicite de cette cohabitation pacifique, c'est qu'elle n'a pas toujours été aussi évidente. La situation actuelle dans le Caucase du Sud s'est apaisée, mais la région a connu, depuis le début des années 90, une succession de conflits meurtriers. En Géorgie d'abord, secouée dès 1991 par 2 crises successives déclenchées par la sécession de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. En 2008, les hostilités reprennent en Ossétie du Sud. Elles se termineront avec une intervention des troupes russes et le bombardement du sol géorgien. De l'autre côté de la frontière, l'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont lancés en 1991 dans un conflit à propos du Haut-Karabakh qui allait durer 3 ans. En dépit du cessez-le-feu intervenu en 1994, les relations entre les deux voisins restent difficiles et un règlement pacifique du conflit n'a toujours pas été trouvé. Cette situation, Geri Tugendboom la connaît bien. Ce scientifique américain supervise pour l'OTAN le programme Sciences pour la paix et la sécurité. Un programme piloté main dans la main avec Tamás Odilavadze et Konstantin Ziava de l'Université agronomique d'État de la Géorgie. Pour les chercheurs, ce jour est un peu particulier. Aujourd'hui, nous avons une réunion très importante à l'Institut de gestion de l'eau de Géorgie. Nous rencontrons tous les membres de notre équipe. Ils viennent d'Arménie, d'Azerbaïdjan et des États-Unis. Nous allons présenter les résultats du projet et des activités que nous avons menées durant les 3 années qu'a duré la mise en œuvre du programme, ainsi que les conclusions scientifiques. Le programme Sciences pour la paix et la sécurité vise à concevoir, étudier, évaluer et promouvoir de nouvelles techniques d'irrigation agricole en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan, et ce pour mieux préserver la ressource en eau dans les 3 pays. Mais au-delà de la dimension économique et écologique, il s'agit aussi de désamorcer d'éventuels conflits à venir, et ce, en intervenant directement sur les causes. Les fleuves ne comprennent pas vraiment les frontières politiques. Et dans de nombreux cas, ils naissent dans un pays et puis passent dans un autre. Et donc il y a des enjeux importants autour de qui a accès à l'eau en premier et qui l'utilise. Il est très probable que les futurs conflits aient lieu à cause de l'eau et non plus à cause des frontières territoriales. Donc ce projet particulier vise à surveiller les améliorations dans le domaine de l'irrigation et plus spécifiquement à essayer d'introduire des techniques modernes d'irrigation comme l'irrigation au goutte à goutte. Si de chaque côté des 3 frontières, la nature des sols est différente, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie partagent certaines caractéristiques géographiques et hydrologiques. Il s'agit de pays montagneux au climat sec, irrigués par les mêmes fleuves et notamment le Koura et son affluent l'Arax. Pour Farda Imanov, spécialiste azerbaïdjanais de la question, l'implication de son pays dans le programme est plus qu'une évidence, c'est une nécessité. Il faut savoir qu'en Azerbaïdjan, 65-70% des ressources en eau sont utilisées justement pour l'agriculture. Les conditions naturelles d'abord. C'est un climat sec, donc il n'y a pas assez d'eau. D'autre part, nous l'utilisons mal. Vieille technologie, etc.
En fin de compte, cela se répercute sur la récolte. Idem côté arménien, sans un usage raisonné de la ressource en eau, impossible d'optimiser le potentiel agricole du pays. Je suis ici aujourd'hui parce que pour l'Arménie, l'utilisation efficace des ressources en eau constitue un objectif prioritaire. Selon les données des dernières années, actuellement, près de 100 000 hectares de terres irrigables ne sont pas irrigués ni cultivés par manque d'eau. Givi Gavardashvili, directeur de l'Institut de gestion de l'eau de Géorgie, compte également sur les résultats du programme Sciences pour la paix et la sécurité. En ce qui concerne l'utilisation des ressources en eau, nous avons un problème en Géorgie. Les ressources en eau sont concentrées dans la Géorgie occidentale, alors qu'en Géorgie orientale, il y en a très peu. Nous avons convenu avec les responsables américains et géorgiens que toutes les solutions positives issues de ce projet seront appliquées dans nos 3 centres d'expérimentation, à Gori, Cernari et Tbilissi. Le lendemain matin, le groupe prend la direction de Tamarissi pour une visite de l'exploitation agricole partenaire du programme. Depuis 2 ans, le fermier a mis à disposition des scientifiques 6 des 60 hectares de son exploitation. Une surface suffisante pour mener une batterie de tests et évaluer la technique d'irrigation la mieux adaptée aux conditions climatiques et géologiques locales. Une expérience in situ qui a commencé par la mise en place d'une station météorologique dernier cri. Ici, vous voyez la station hydrométéorologique qui a été acquise avec le soutien financier de l'OTAN. Cette station mesure la température et l'humidité dans le sol jusqu'à 1 mètre de profondeur. À 20 cm, 5,6. À 10 cm, 9,6. C'est la seule station de ce type qui existe dans le Caucase du Sud. Cette station donne toutes les possibilités de calculer ce qu'il faut faire demain. Faut-il irriguer ou non? Pour David, cette aide technologique a constitué une véritable révolution. Jusqu'ici, j'ai toujours arrosé de manière traditionnelle. J'ouvrais le canal et j'arrosais avec une pelle. Cela demandait beaucoup d'eau, à peu près 15 fois plus qu'avec l'irrigation goutte à goutte. Peu respectueuses de la ressource en eau, les méthodes traditionnelles d'irrigation pouvaient même s'avérer, à terme, contre-productives. Avec cette méthode, après l'arrosage, la terre se resserre et ne laisse pas la récolte pousser. Cette technique la comprime et la récolte est de mauvaise qualité. Troisièmement, il faut beaucoup de traitements pour que la plante reste saine. Il faut plus de fongicides, bien plus. La mise en place d'un dispositif d'irrigation au goutte à goutte, combiné avec l'épandage de mulching qui limite la pousse des mauvaises herbes et retient l'humidité dans le sol, a rapidement convaincu David, preuves à l'appui. Avec cette irrigation au goutte à goutte, on ne fait pas 1, mais 12 ou 16 récoltes. Le fermier n'hésite pas à ouvrir grand les portes de son exploitation pour montrer à ses confrères, quelle que soit leur origine, les bienfaits de l'irrigation au goutte à goutte. Lorsque les gens viennent, ils voient les nouveautés et les introduisent chez eux. Sans se mêler de politique, les Arméniens, les Azerbaïdjanais, ici tout le monde est ami. On porte des toasts, les Arméniens et les Azerbaïdjanais sont assis côte à côte. Et pour les derniers sceptiques, David a recours à un argument imparable et plus gastronomique que scientifique. Avec ces concombres de l'OTAN, je vais leur préparer une salade.
Здесь сейчас прицелили, которые